des dispositifs de soutien que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Et je vais également vous parler, alors évidemment du guide, mais un peu plus généralement de la fonction ressources qui existe au CNAP, dans lequel se situe ce guide. Alors, je vais donc partager cet écran. Hop. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Tac. Est-ce que vous voyez un… Je suis en double. C'est un PowerPoint. Est-ce que vous le voyez? Très bien. OK. Alors, je vais essayer de le passer en diaporama. Et voilà. Donc, je vais parler de ça. Donc, une des missions du CNAP, puisque vous savez probablement que le CNAP, d'abord, c'est un établissement public du ministère de la Culture, dont la mission principale, c'est la gestion de la collection d'art contemporain de l'État. Donc, on ne va pas parler de ce sujet-là dans cette intervention, mais donc le CNAP fait des acquisitions et c'est une collection sans lieu. Donc, nous prêtons et déposons des œuvres partout dans le monde. Les dépôts, ce sont des prêts un peu plus longs, et des prêts sont des prêts de courte durée, généralement pour une exposition temporaire. À côté de cette activité qui occupe bien deux tiers des agents du CNAP, on a donc un certain nombre de dispositifs de soutien aux artistes et aux professionnels de l'art contemporain, qui sont ceux que je vous ai mis là, et je vous ai mis en gras ceux dont nous allons parler précisément aujourd'hui. Mais néanmoins, je voulais quand même vous faire connaître les autres soutiens existants. Donc, il y a deux soutiens aux artistes au sens le plus large possible de toutes les disciplines des arts visuels. Donc, un dispositif dont je vais vous parler qui est le soutien à un projet artistique, et un autre qui s'appelle le secours exceptionnel, et qui est donc un dispositif de soutien à vocation sociale pour des artistes qui ont des difficultés ponctuelles. Et que nous avons évidemment beaucoup mobilisé dans l'année qui vient de s'écouler. Donc, le second dispositif qui a l'attention d'un autre type d'artistes, qui sont les photographes documentaires, ça s'appelle Soutien à la photographie documentaire contemporaine. Le troisième dispositif s'adresse à des théoriciens et critiques d'art. Il se dénomme Soutien à la recherche en théorie et critique d'art portant sur l'art contemporain. Ensuite, on accompagne également les restaurateurs d'œuvres d'art avec le soutien à la recherche en restauration et conservation d'œuvres d'art contemporain. Donc ça, c'était pour toutes les aides. Ça, ce sont toutes les aides pour des personnes physiques. Et ensuite, on a trois dispositifs de soutien à l'attention, ou plutôt des dispositifs de soutien à l'attention de trois types de personnes morales. Et qui sont donc des soutiens indirects aux artistes, puisque ce sont d'une part les éditeurs, d'autre part les galeristes, et d'une troisième part les maisons de production audiovisuelles qui bénéficient des soutiens. Donc, les éditeurs peuvent bénéficier d'un soutien à l'édition imprimée ou numérique, ainsi qu'un dispositif leur permettant, s'ils ont été soutenus, de partir dans un salon à l'étranger. Pour les galeries d'art contemporain, on a une série d'aides, donc un soutien à la première et à la deuxième exposition, un soutien à une publication, un dispositif d'avance remboursable pour la production d'une œuvre originale, la participation à une foire à l'étranger, un dispositif, alors j'ai laissé foire, mais en fait c'est participation soit à une foire, soit à une exposition à l'étranger, en partenariat avec une autre galerie d'art contemporain installée dans un pays à l'international, et une aide aux galeries qui est ciblée sur les charges fixes. Et ça, c'est une aide ponctuelle financée sur des crédits du plan de relance. Et enfin, donc un dispositif qui s'appelle Image Mouvement, qui vient accompagner les maisons de production audiovisuelle pour la production de
films, qui se situe un peu entre le film d'artiste, la vidéo et le documentaire de création. On a un spectre assez large. Alors, donc, je vais vous parler des budgets, puisque le CNAP est un outil national, à vocation nationale. Donc, il faut que vous ayez quand même bien en tête que les années 2020 et 2021 incluent des crédits de plan de relance qui sont circonscrits dans le temps et qui ne sont pas tout à fait représentatifs des budgets habituels du CNAP. Donc, en 2020, côté soutien, on a eu donc un budget de 3,4 millions, grosso modo. On a eu 2400 dossiers déposés, 1689 soutiens accordés, 1613 artistes différents soutenus sur les 13 dispositifs dont je vous ai parlé. Mais en 2019, par exemple, le budget global était de 1 250 000. Et ça faisait un certain nombre d'années qu'on était sur ce budget-là. Donc, on a mis en place un dispositif particulier d'accompagnement des artistes qui avaient perdu des rémunérations en raison du premier confinement, avant que le fonds de solidarité soit adapté à vos spécificités. Et c'est là-dessus qu'on a eu une grosse augmentation des moyens qu'on a accordés. À côté de ça, on valorise en fait les soutiens qui sont accordés par des actions qui s'apparentent à des actions de diffusion. Parce qu'il faut que vous ayez bien en tête, comme je vous le disais, que le CNAP, c'est un outil à vocation nationale et que l'ensemble des activités qui se font sur les territoires, évidemment, il y a une autre structure que vous connaissez bien, qui est la DRAC, qui est votre interlocuteur et l'interlocuteur des lieux pour tout ce qui se passe sur les territoires. Néanmoins, on a quelques actions de diffusion raccordées à ces dispositifs de soutien. Donc, tout d'abord, un programme qui s'appelle Suite, où on est coproducteur d'expositions d'artistes qui ont bénéficié d'un soutien au projet artistique et à la photographie documentaire, dans des lieux plutôt non institutionnels, de type Artist Run Space, en dehors de l'Île-de-France. Et depuis 2020, pour les projets sonores, on a aussi développé une version radiophonique de ce programme Suite en lien avec France Culture. Donc, vous aurez une exposition, donc on espère qu'elle pourra se tenir aux dates qui étaient prévues, à Zone I à Toré-la-Rochette, avec Léa Bourdin, qui est une photographe documentaire, qui a été accompagnée en 2020 par le CNAP. Donc, normalement, c'est cet été, il me semble, début juin à mi-septembre. On présente également à la bibliothèque Kandinsky chaque mois, quand la bibliothèque Kandinsky est ouverte, des livres soutenus via le dispositif de soutien à l'édition ou des conférences de théoriciens et critiques d'art, une fois qu'ils ont achevé la recherche qu'on a pu accompagner. Marianne, oui. Je me permets de vous interrompre. On a une question qui porte directement sur le dispositif Suite. C'est une demande de précision. Quelqu'un qui nous demande s'il faut avoir été aidé par le CNAP pour bénéficier de cette aide du programme Suite. Et peut-être aussi sur qui, personne physique ou personne morale, peut bénéficier d'aide du dispositif Suite. En tout cas, moi, c'est peut-être une précision que j'aurais voulu. En fait, ce que l'on fait, puisque donc chaque année, il y a 4 ou 5 lieux qui sont retenus sur le programme Suite. Donc, on essaye chaque année de varier les régions dans lesquelles se tiennent les expositions. On essaye d'avoir un équilibre de lieux qui sont dans des grandes villes, dans des villes moyennes, ou en dehors, ou en milieu rural.
Donc, on crée une sorte d'équipe de 4 ou 5 lieux. Et ces lieux, on leur demande, la seule contrainte qu'on leur fixe, c'est de choisir des artistes parmi des artistes qu'on a soutenus les années précédentes. Donc, les résultats des commissions du CNAP sont en ligne dans les semaines qui suivent les commissions. On demande aux artistes un compte-rendu qui est également mis en ligne quand le projet est achevé. Et donc, les lieux peuvent s'appuyer sur ces éléments, sur la connaissance qu'ils peuvent avoir des artistes qu'on a aidés. Et donc, c'est eux qui choisissent, les artistes parmi ceux que nous avons soutenus. Jusqu'à présent, c'était sur le dispositif projet artistique. Et comme vous pouvez le voir avec le cas de Léa Bourdin, depuis 2021, ils peuvent aussi puiser dans la ressource des photographes documentaires. Donc, on ne peut pas candidater, sauf si on est un lieu, ou en se faisant connaître au CNAP. D'accord ? Donc, je poursuis. On participe donc au salon Offprint, qui est un salon d'édition indépendante qui a lieu normalement chaque année à l'École des Beaux-Arts de Paris. On a un partenariat avec l'association Aware, à qui on fait des dons de livres que nous avons soutenus et qui traitent des artistes femmes, puisque eux, ils ont une bibliothèque traitant des artistes femmes. On a 2 partenariats avec des festivals de cinéma sur des prix. On a un prix CNAP au FID de Marseille depuis 2015 et un prix qui s'appelle Joris Evans CNAP au cinéma du réel depuis 2016. Enfin, on a un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Tank, qui est une plateforme de documentaire et qui peut accompagner des films, généralement des films en développement, pour de la coproduction et de la diffusion de films. Donc, on les a inclus comme membres observateurs dans notre commission Images Mouvement pour qu'ils puissent apporter une aide complémentaire, le cas échéant, à des films qu'ils trouveraient intéressants et dans leur ligne de travail. Donc, ça, c'est la partie soutien. Et à côté, donc, il y a une mission ressources qui existe au CNAP, qui est inscrite donc, dans son décret de création, qui est un décret qui date de 2015, enfin qui a été mis à jour en 2015, et donc qui énonce qu'on a donc une mission d'information et de sensibilisation du public et des professionnels dans notre domaine d'activité. Aujourd'hui, entre tout le travail qui a été fait sur les Sodavis, tout le travail issu du rapport Racine sur les artistes-auteurs, plus cette mission existante au CNAP, l'État essaye de mettre à plat la question de la ressource concernant le secteur des arts visuels. Et pour pouvoir répondre aux besoins énoncés par les artistes-auteurs qui sont remontés via les différents Sodavis, qui sont les schémas territoriaux autour des arts visuels. Et l'établissement public CNAP est évidemment un élément central de cette réflexion. Donc, on a déjà des choses que je vous présenterai tout à l'heure, mais on espère faire plus et mieux, puisqu'il y a des questions qui se posent de la même manière qu'on soit en Centre Val-de-Loire ou en Nouvelle-Aquitaine ou en PACA. Après, il y a des spécificités territoriales qui sont importantes à mettre en avant, qui sont nécessaires pour les artistes sur les territoires, mais il y a une partie qui est quand même tout à fait commune. Donc, je vais vous présenter donc, ce qui m'avait été demandé donc, par Devenir.art pour me présenter devant vous. Donc, ces dispositifs de soutien à l'attention des artistes-auteurs et des auteurs. Donc, le premier s'appelle le soutien à un projet artistique. C'est un soutien qui est destiné aux artistes de la scène française.
Donc, les artistes de la scène française, pour le CNAP, ce sont les artistes de nationalité française, quel que soit l'endroit où ils résident, en France ou à l'étranger, et les artistes de toute nationalité qui vivent en France de façon pérenne. Donc, on demande que les artistes qui ne sont pas de nationalité française nous présentent un bail, une carte indiquant qu'ils habitent de façon permanente en France. Le soutien, il est sur toutes les disciplines. Donc, je vous ai mis en dessous les disciplines concernées. Donc, il y a évidemment dessin, estampes, gravure, installation, sculpture, peinture, performance, mais aussi art déco, création sonore, design graphique, qui sont des disciplines du champ des arts visuels. Et comme je vous le disais, il y a une articulation avec le travail mené en DRAC. Et donc, pour nous, l'idée, c'est que d'abord, un artiste doit s'adresser à sa DRAC. Et donc, comme, si vous voulez, comme au niveau du CNAP, des projets arrivent de toute la France, le risque de refus est évidemment, on a beaucoup plus de dossiers, donc le risque de refus est beaucoup plus important. Ce n'est pas intéressant ni pour vous ni pour nous qu'il y ait un pourcentage de refus trop important. Donc en fait, pour nous, les artistes concernés par les dispositifs de soutien du CNAP sont ceux dont l'environnement professionnel est déjà constitué. Donc, on demande, alors je ne sais plus si je le redis après, mais on demande en tout cas que les artistes aient soit eu un soutien de l'État, par exemple, donc un soutien en DRAC, soit une exposition personnelle dans un lieu du réseau art contemporain, en France ou à l'étranger, soit une galerie dans laquelle ils ont déjà présenté des expositions monographiques, soit une édition consacrée à leur travail. Voilà, donc évidemment, tout ça ce ne sont pas des critères cumulables, mais ça crée un sort de faisceau d'indices sur la professionnalité déjà un peu installée de l'artiste. Donc, nos aides ne s'adressent pas à des artistes qui sortent de l'école. Donc, depuis 2021, donc depuis la réunion qui s'est faite cette année, ce projet, ça peut être soit de la recherche, donc depuis la phase exploratoire de recherche, mais désormais, ça peut être aussi un soutien pour produire, mais pour produire une œuvre, pas pour produire une exposition. Donc, vous pouvez avoir un projet qui va de la recherche jusqu'à la production de l'œuvre, comme vous pouvez avoir un projet qui est uniquement sur la phase de recherche, ou un projet qui est uniquement sur la phase de production. Mais comme je l'ai indiqué, donc les frais de production d'exposition, eux, ne sont pas éligibles. Donc, on a un montant forfaitaire qui a également été revalorisé en 2021 à 5 000, 10 000 ou 15 000 euros en fonction des coûts de ce que va vous coûter le projet, de s'il y a des déplacements, si vous avez besoin de prestations externes. Voilà. Donc, on examine le montant qui est demandé par l'artiste, et après, on y répond soit sur le montant demandé, mais on peut aussi proposer un montant différent. Marianne, Donc, je me permets de vous interrompre, il y a une autre question. Je crois que c'est d'un réalisateur, justement, de quelqu'un qui est dans la création audiovisuelle, qui nous dit, pour cette aide, la dénomination vidéo, est-ce que ça veut aussi dire film documentaire ou fiction ? Il faudrait peut-être préciser ce qu'il y a derrière, mais peut-être nous donner un peu la limite de art visuel. Qu'est-ce que vous entendez dans vidéo, quoi ? Bon,
si vous voulez, si c'est un film de fiction qui a un cofinancement d'une chaîne de télé, qui a pour vocation à sortir en toute logique sur le circuit des cinémas, mais qui n'a aucune raison de se retrouver un jour en centre d'art, à ce moment-là, on n'est pas à l'endroit du CNAP. Quand même, on reste le Centre national des arts plastiques et donc c'est ce que l'on attend en vidéo, ce sont des films qui peuvent être des films d'artistes, ça peut être de la fiction, mais généralement, ce qui distingue les films que l'on aide des films classiques aidés par le CNC, parce qu'il y a quand même un très gros volant de financement du cinéma en France par le CNC. Ce qui distingue, c'est que chez nous, les films qu'on reçoit sont souvent des films où le montage se fait à chaque étape. Il y a presque un montage au moment du développement, un montage au moment du tournage et évidemment un montage au niveau de la post-production. Mais le film est rarement un film extrêmement écrit, en tout cas écrit sur le papier. C'est une écriture cinématographique qui est quand même une écriture artistique. En fait, de la même manière, vous trouverez sur le site du CNAP les résultats. Et les résultats des commissions sont présentés depuis, je pense, 2009 ou 2010. Et en voyant les films qu'on a pu aider, ça vous aidera aussi à voir le type de films qui peuvent venir au CNAP plutôt qu'aller au CNC. Donc, merci beaucoup. Quand on est dans le soutien à un projet artistique, on est généralement, parce que le financement, comme je le disais, il va être de 5 000, 10 000 ou 15 000 euros pour produire un film. Souvent, c'est pas assez. Souvent, ce qui nous est déposé en vidéo pour un soutien à un projet artistique, c'est plutôt la phase de développement. Et si un artiste bénéficie d'un soutien à un projet artistique pour la phase de développement, il ne peut pas redemander son producteur ne peut pas demander une nouvelle aide en développement via Image Mouvement. En revanche, il peut demander une aide à la post-production, puisqu'il y a ces deux aides dans le dispositif Image Mouvement. Donc, comme je vous disais, si la réponse convient. Alors, j'espère que la réponse convenait. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'était assez clair. Il y aura une autre question pour plus tard, mais peut-être je la garde parce qu'on aura l'occasion d'y répondre, parce que c'est quelqu'un qui nous pose une question sur le cumul des aides. Donc, peut-être y revenir après. Je crois que j'en parle, il me semble que j'en parle un peu plus loin. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu en 2021, avec le plan de relance, une augmentation assez importante du soutien à un projet artistique. Donc, en 2020, on avait eu 152 demandes pour un budget disponible de 200 000 euros et on a eu 28 bénéficiaires. Sachant que c'était déjà une augmentation par rapport à 2019, puisqu'en 2019, on avait 165 000 euros de budget disponible. Donc, il y a déjà eu une remise à niveau en 2020. Et donc là, comme vous pouvez le voir, en 2021, alors, par ailleurs, heureusement qu'on avait plus de moyens parce qu'il y a eu 278 demandes, hein, ce qui est presque un doublement du nombre de demandes. Là, on avait un budget disponible de 510 000 euros. On a eu donc 44 projets bénéficiaires de 47 artistes, puisque des binômes peuvent faire des demandes, des binômes, des trinômes, bref. Et une moyenne d'aide à 11 590 euros. Alors, cette commission, elle s'est tenue en 2021, en avril, parce qu'on a eu une commission par an qui se tient en avril.
Et donc, la prochaine commission se tiendra en avril 2022 avec une fin des dépôts début février 2022. Donc ensuite, je vais passer au soutien à la photographie documentaire, mais juste derrière, je vous parlerai un peu en général du fonctionnement des commissions, donc, parce qu'il y a des réponses qui valent aussi bien pour projet artistique que pour photographie documentaire, qui sont vraiment des dispositifs qui se ressemblent, si ce n'est que dans un cas, ça s'adresse à toutes les disciplines, à des artistes qui œuvrent dans toutes les disciplines artistiques, sauf la photographie documentaire, et que dans l'autre cas, c'est spécifiquement sur les photographes documentaires. Donc, comme je le disais, ce soutien à la photographie documentaire contemporaine s'adresse aux photographes de la scène française, de la même manière dont la démarche est validée, et là, dont la démarche professionnelle est validée, et notamment par la publication dans la presse. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde. Il n'y a pas d'obligation d'avoir une carte de presse ni d'être photographe de presse, mais dans le faisceau d'indices sur la professionnalité, on examine le fait qu'il y a eu des publications, des travaux de ces photographes dans la presse. Le soutien leur permet la réalisation d'un travail de création documentaire et ou la production de pièces. Encore une fois, les frais de production d'exposition ne sont pas éligibles. Donc, précédemment, il n'y avait pas cette partie production, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait à des tirages de travail. Depuis 2021, on peut aller au-delà des tirages de travail et avoir des photos avec des tirages finalisés et jusqu'aux encadrements. Le montant forfaitaire a été revalorisé comme pour projet artistique en 2021 à 5 000, 10 000 ou 15 000 euros. Donc en 2022, en 2020, en 2020, il y avait 99 demandes pour un budget de 200 000 euros. Il y a eu 30 bénéficiaires. Et en 2021, donc, il y a eu 200 demandes pour un budget de 430 000 euros. Donc là aussi, on a constaté une multiplication par 2 du nombre de demandeurs. La prochaine commission, elle se tient là en mai, donc le dépôt a eu lieu en mars 2021. Donc la prochaine commission à laquelle vous pourrez éventuellement déposer un dossier si vous êtes photographe documentaire, c'est en mai 2022 avec un dépôt au plus tard début mars 2022. Donc, vous parlez un peu du fonctionnement des commissions du CNAP. Ça fonctionne de la même manière sur les 2 dispositifs dont je viens de vous parler. Donc, depuis 2017, le dépôt des dossiers se fait de façon dématérialisée. Donc, on est en train de revoir notre plateforme de demande en ligne parce qu'elle comporte un certain nombre de bugs. Donc, on a un nouvel outil en cours de développement. Et donc, pour le moment, en fait, ce qu'il faut faire quand vous voulez déposer un dossier, c'est prendre la tâche des agents du CNAP en charge de chacun des dispositifs dont le nom se situe sur le site internet du CNAP, hein, donc vous avez leur nom et leur numéro de téléphone et évidemment leur mail. Et donc, vous avez un premier contact avec l'agent qui a une conversation avec vous pour vérifier que votre demande rentre dans les critères des dispositifs du CNAP. Et une fois que ce constat a été établi, qui vous adresse donc un lien qui vous permet de déposer un dossier et vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous ayez terminé, vous ayez déposé officiellement le dossier. On constate une grande part de primo-demandeurs, presque 3/4 des gens qui nous déposent un dossier sont primo-demandeurs. Donc, primo-demandeurs au CNAP, bien sûr. Et une fois que vous avez bénéficié d'une aide,
en fait, il y a quand même un délai de carence pour redéposer un dossier. Donc, ce délai de carence, il est d'1 an pour les non-bénéficiaires et de 2 ans pour les bénéficiaires. Donc, si vous déposez un dossier, vous n'êtes pas retenu, vous ne pouvez pas déposer un dossier à la session de l'année d'après, mais vous pouvez déposer un dossier à la session de l'année encore après. Et quand vous avez été retenu, comme vous avez, comme je le mets dans cette fiche, vous avez un délai de 18 mois pour réaliser le projet, eh ben, on considère qu'il faut quand même que vous ayez, vous fassiez ce projet, que vous lui donniez une vie après le fait de l'avoir réalisé avant de revenir vers le CNAP. Donc, comme je vous le disais, il y a un positionnement quand même un peu différent des aides des DRAC autour d'un environnement professionnel déjà constitué avec des expositions monographiques ou des aides publiques et notamment des aides de la DRAC. Alors, pour répondre à la question qui se posait tout à l'heure, c'est la question de la possibilité de bénéficier ou de déposer plusieurs demandes d'aide en même temps. Donc, il est possible de déposer un dossier en aide individuelle à la création de la DRAC ou auprès de l'Institut français la même année que la demande que vous faites au CNAP en projet artistique ou en photodocumentaire. En revanche, comme ce sont des financements qui arrivent de la même source financière, si vous êtes retenu sur les deux dispositifs, à ce moment-là, vous avez un choix à faire entre les deux aides. Donc, c'est des choses qui nous arrivent régulièrement, que ce soit pour les aides individuelles à la création ou que ce soit, par exemple, pour des artistes qui seraient retenus à la Villa Kujuyama, qui avaient déposé les deux demandes et qui sont retenus à la Villa Kujuyama. À ce moment-là, on leur demande de faire un choix entre l'aide apportée par le CNAP et l'aide apportée par l'Institut français pour le Japon. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous déposez votre dossier, vous êtes en contact avec une vraie personne physique, même si le dépôt se fait en ligne. Et il est tout à fait possible d'avoir un rendez-vous téléphonique, en visio ou physique avec la personne au CNAP qui est chargée du suivi de la commission à laquelle vous postulez. Alors évidemment, plus vous vous rapprochez de la date de la commission, plus elle va être dans la difficulté pour répondre favorablement à une demande de rendez-vous physique, par exemple, ou moins elle aura de possibilités de lire le dossier que vous seriez susceptible de lui envoyer. Donc, il ne faut pas hésiter à vous préparer un peu en amont de la date ultime de dépôt. Au CNAP, par exemple, là, donc, la commission de projet artistique a eu lieu. Je pense qu'à partir de la rentrée, en septembre, il sera à nouveau possible de déposer un dossier pour la commission de 2020. Dès qu'on est prêt, en fait, on ouvre la possibilité d'accéder au dépôt. Et donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact comme ça, bien en amont, avec la chargée de suivi de la commission, parce que là, elle aura le temps d'avoir un échange avec vous, voire un rendez-vous, voire de relire votre document. Cette relecture, elle n'ayant pour objectif que de vous dire que oui, vous rentrez dans les critères, mais c'est évidemment pas une garantie d'être soutenu derrière. Donc, ça c'est en amont et en aval. Donc, pour les bénéficiaires, il y a un rendez-vous avec les gens du CNAP pour signer la convention qui permet de toucher les moyens et pour avoir toute une discussion plus poussée sur le projet. Ensuite, si vous êtes bénéficiaire et que vous partez à l'étranger,
on informe les postes du réseau français à l'étranger que vous avez été bénéficiaire d'un soutien du CNAP et que vous allez vous rendre sur le territoire du pays concerné par le poste. Et on fait une sorte d'échange de mails qui fait que les artistes bénéficiaires ont le contact de la personne qui est susceptible de les aider sur place. Et le conseiller ou l'attaché culturel a le descriptif du projet de l'artiste et son contact également. Donc, comme je vous disais, il y a 18 mois pour faire le projet. La composition de la commission est changée tous les 3 ans. Donc, les membres des commissions sont en fonction pendant 3 ans. Donc, le prochain changement aura lieu en juillet 2021. Ces commissions, elles sont toutes composées de membres de droit, dans lesquels il y a le CNAP et la Direction générale de la création artistique, et donc l'administration centrale du ministère de la Culture. Et par ailleurs, un certain nombre de personnalités qualifiées qui sont des professionnels de l'art contemporain qu'on essaye de mixer en termes de regards différents. Il y a toujours 2 artistes dans chaque commission. Et puis des directeurs ou des directrices de lieux, des journalistes, des critiques, des gens qui ont des spécialisations sur, par exemple, le design graphique ou je sais pas, la performance, de façon à avoir un équilibre, d'avoir des avis autorisés sur l'ensemble des projets. Et dans les personnalités qualifiées, il y a un conseiller pour les arts plastiques de DRAC, évidemment, qui est nommé également pour 3 ans. Donc, il est là dans une fonction où il n'y a plus d'enjeu territorial dans le regard qu'il porte sur les dossiers. Et la composition des commissions est publique. Elle est en ligne également sur le site du CNAP. Donc, comme vous avez vu, on reçoit beaucoup de dossiers. Donc, à partir de ces dossiers, on propose aux membres de la commission un ordre du jour, donc une sélection de dossiers qui nous semblent être les plus susceptibles de bénéficier d'un soutien. Parce que sinon, quand on a 258 dossiers, en réalité, ce serait impossible à traiter. En revanche, les membres reçoivent à peu près 1 mois avant la commission. Ils ont accès à la plateforme sur laquelle les artistes ont déposé leur dossier et donc ils ont accès à tous les dossiers et ils peuvent amender l'ordre du jour qui est proposé par le CNAP en proposant d'ajouter des projets qui n'auraient pas été retenus par le CNAP. Donc, les critères, évidemment, c'est la qualité de l'œuvre de l'artiste et son professionnalisme. L'inscription de cette démarche dans le champ de l'art contemporain ou de la photographie documentaire, la qualité du projet et l'articulation de ce projet avec l'ensemble du travail de l'artiste, les conditions de faisabilité de réalisation du projet proposé et la cohérence du budget. Les résultats de toutes les commissions sont accessibles sur le site. Encore une fois, généralement, on était à peu près à une dizaine de jours, mais c'est vrai qu'avec comme le fonctionnement des commissions a été largement impacté par le fait qu'on ne puisse plus se réunir forcément du fait des confinements et tout ça. Là, c'est un tout petit peu plus long, mais sinon, on était sur une dizaine de jours après la commission. Les résultats étaient en ligne. Et on informe on a un dialogue avec les conseillers pour les arts plastiques des DRAC où on leur demande les résultats des commissions d'aide individuelle à la création, puisqu'il y a un effet sur nos décisions. Et on les informe pour les artistes de leur région des résultats des commissions. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce sujet ?
Alors juste, je vais mettre dans la conversation pour que tout le monde puisse la voir. Par exemple, là, le lien vers le dispositif de soutien à la création pour les artistes, le lien vers les résultats. Et en fait, vous êtes sur une page qui vous permet aussi de voir la composition du jury, les critères et puis les modalités de dépôt de dossier. Effectivement, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'avais une question là dans la conversation où l'on nous demande un peu des explications par rapport au choix du CNAP de soutenir par le biais de ces dispositifs des artistes ayant déjà une forme de reconnaissance à l'heure actuelle. Et pourquoi ne pas plutôt envisager d'ouvrir les candidatures sur dossier aux artistes qui n'auraient pas été exposés dans des centres d'art, des galeries. Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça? En fait, l'État sur les arts visuels se répartit entre des soutiens apportés par les DRAC et des soutiens apportés par le CNAP. Donc, l'enjeu, c'est pas qu'on intervienne exactement à l'endroit d'intervention des DRAC, puisqu'il y a des moyens qui sont attribués au DRAC et d'autres moyens attribués au CNAP, mais qui arrivent en fait de la même ressource initiale, qui est le budget de la Direction générale de la création artistique au ministère de la Culture. Donc, c'est des aides qui doivent être articulées. Donc, c'est pour ça que, comme par ailleurs, nous, on a des dossiers qui arrivent de partout en France, ça veut dire que entre guillemets, enfin, bon, le terme n'est pas très joli, mais la concurrence entre les dossiers, elle est d'autant plus importante puisqu'on a des gens qui arrivent de partout. Donc, en mettant ce critère d'une reconnaissance déjà établie. Bon, en même temps, si vous avez eu qu'une seule exposition dans une galerie, enfin, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a déjà une reconnaissance professionnelle. Et ça ne fait pas de vous non plus quelqu'un qui est connu, repéré enfin, de manière si importante que ça. Mais néanmoins, si vous voulez, il faut qu'il y ait comme une sorte d'équilibre entre les gens qui se présentent. Donc, si vous avez des gens qui ont d'un côté qui sont un peu repérés et de l'autre des gens qui ne le sont pas du tout, la probabilité d'être retenus pour les personnes qui n'ont pas cette visibilité, elle est vraiment d'autant plus amoindrie. Or, nous, aujourd'hui, on est sur enfin, on était en tout cas précédemment sur un pourcentage de bénéficiaires qu'on ne voulait pas voir en dessous de descendre en dessous de 15-20%, parce que sinon, on fait surtout des gens qui sont insatisfaits, qui ont produit un dossier, qui ont donné un peu d'eux-mêmes pour ça. Et si vous êtes en dessous de 15-20% de personnes retenues, ben, vous faites surtout des gens insatisfaits. L'idée, c'est que déjà à 15-20%, ça fait quand même 80% de gens qui ont produit un dossier et qui ne sont pas retenus. Donc, pour nous, l'idée, c'est qu'il y ait une sorte de cohérence de profil, non pas de cohérence dans l'activité artistique, parce qu'il y a des choses très, très différentes, mais quand même des gens qui en sont à peu près au même niveau pour ne pas, pour s'articuler avec les DRAC et ne pas enfin, avoir trop de refus. Sachant que déjà à 20%, on a quand même 80% de refus. Oui, peut-être c'est important aussi dans cette question du refus de bien voir peut-être la possibilité qui est offerte quand même aux artistes souhaitant déposer un dossier de vraiment se saisir de l'occasion de contacter un chargé de suivi, une chargée de suivi pour justement bien préparer ce dossier en amont. Si aujourd'hui on a, j'ajoute un petit point parce que ça peut être déceptif de voir que la plupart des dispositifs
sur lesquels vous intervenez aujourd'hui, que vous nous présentez, viennent de fermer. Mais en même temps, c'est un travail assez long que de constituer ce dossier, que de présenter au mieux le projet pour qu'il ait un maximum de chances d'être sélectionné. Donc, bien se saisir aussi de cette possibilité qui est offerte d'avoir un échange sur la candidature. C'est-à-dire que souvent, la fin de l'année, enfin le dernier trimestre, septembre-décembre, c'est quand même le moment où les personnels du CNAP ont un peu de temps. Il y a suffisamment de distance par rapport au temps de dépôt des dossiers pour prendre le temps d'avoir un échange, un dialogue, recevoir les artistes, recevoir les dossiers. Et donc, il ne faut pas négliger ça. Il y avait une autre question, alors je ne suis pas sûre de tout à fait saisir à quel niveau se situe la demande. Quelqu'un qui nous dit, donc déjà, merci pour la rencontre, et qui se demande s'il existe des formes de financement de projets de résidence, entre parenthèses, séjour, recherche, production, en Europe, en préparation d'une exposition en centre d'art. Alors, je ne suis pas sûre que la question, elle soit au bon endroit, là, au niveau du CNAP, hein, parce qu'il y a des… Alors, mais peut-être que… si vous voulez, si vous êtes… ce qu'il y a, c'est que nous, on n'a pas besoin d'avoir forcément une exposition. Les dossiers qui nous sont déposés, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une exposition prévue. Hein. Les gens qui nous déposent des dossiers à la phase de recherche, généralement, ils n'en sont pas encore à avoir un lieu diffuseur de leur travail. Mais maintenant qu'on a ouvert sur la partie production, quand vous avez une exposition prévue et que vous avez des besoins en matière de production et que vous avez besoin d'aller sur place pour produire des pièces, encore une fois, pas pour produire l'exposition. On ne paiera pas les cimaises, on ne paiera pas la peinture, on ne paiera pas la communication autour de l'expo. Mais en revanche, on peut aider à produire les pièces. Après, la difficulté que vous pouvez avoir par rapport à ça, c'est la date. Parce que notre commission, elle est en avril ou elle est en mai. Et donc, évidemment, on ne prend en charge aucune dépense qui ait été faite avant que la commission se soit réunie. Donc, on ne peut pas rétrocéder ou rétro-pédaler, je ne sais pas, sur des dépenses qui ont été faites auparavant. Donc, c'est vrai que… Activité, quoi. Voilà, c'est rétroactif ou pas, enfin bref. En tout cas, voilà, ce que vous décrivez comme projet, ça peut être tout à fait un projet qui est déposé au CNAP, mais on sera vraiment sur des dépenses qui sont à la charge de l'artiste pour produire et pour aboutir à des œuvres. Après, l'idée des résidences, on en fait quelques-unes. On a un partenariat en résidence avec la Cité internationale des arts pour les commissaires. On a un partenariat qui est très ponctuel avec Drawing Lab pour 6 mois d'ateliers à Paris. Mais sinon, les résidences, comme c'est en tout cas en France, les résidences, c'est plutôt à la charge des DRAC. Parce que les DRAC, elles travaillent sur les territoires. Donc, je poursuis. Donc là, on va passer au soutien à la recherche en théorie et critique d'art. Et vous allez voir que vous allez retrouver le même type de critères. Donc, c'est un soutien qui s'adresse à des théoriciens et critiques d'art. J'ai oublié de mettre de la scène française. Donc, encore une fois, Français où qu'ils vivent, étrangers qui peuvent faire la preuve qu'ils vivent de manière pérenne en France, dont la démarche s'inscrit donc dans un cadre professionnel sur la base de publications d'articles, d'ouvrages, de commissariats d'expo dans le domaine de l'art contemporain. L'idée, c'est qu'ils nous présentent un projet de recherche
qui permettent de conforter cette inscription professionnelle. J'ai fait une grosse faute. Désolée. Ou de permettre l'évolution du travail au regard de nouveaux objectifs que l'auteur s'est fixé lui-même. Ce soutien ne s'adresse pas à des personnes qui sont étudiants, donc en thèse. Les critères de la commission, on retrouve des éléments que je vous ai énoncés tout à l'heure. La qualité de l'ensemble des publications du demandeur, de son professionnalisme, l'inscription de sa démarche dans le champ de l'art contemporain, évidemment, la qualité de la recherche qui est proposée et son articulation avec l'ensemble du travail du théoricien ou du critique d'art, et les conditions de faisabilité du projet et la cohérence du budget. Donc là, on est sur un montant d'aide forfaitaire de 4 000, 6 000 ou 8 000 euros. Le type de poste de dépense, c'est des frais de voyage, de séjour, l'assistance technique, l'achat de documentation, des frais techniques type reprographie, location de petits matériels et un temps de recherche et d'écriture. Alors ça, je ne l'ai pas dit pour les artistes, mais on peut avoir de la rémunération, la rémunération pour les artistes dans le budget. Donc, le temps de travail fait partie de ce qui peut être soutenu par le CNAP. Alors, en 2020, on a eu 17 demandes pour un budget de 58 000 euros et il y a eu 8 bénéficiaires de ce soutien. Et la prochaine commission, il est encore possible de déposer un dossier, donc ce n'est pas comme les deux autres dispositifs dont je viens de parler. Donc, la prochaine commission a lieu les 26 et 27 octobre prochains et le dépôt des dossiers se fait au plus tard le 3 septembre 2021. Alors, Marianne, on a une question sur la situation d'un des participants qui vient en tout cas, qui a soutenu une thèse en esthétique fin 2018 et qui dit qu'il souhaiterait la reprendre partiellement pour la rédaction d'un essai en vue d'une éventuelle publication. Et il demande si ce type de projet, donc qu'il qualifie de post-thèse, est éligible à ce soutien. Alors, si vous avez présenté votre thèse, soutenu votre thèse, oui. Je veux dire, parce qu'on se dit bien que vous n'allez pas, après avoir soutenu votre thèse, que vous n'allez pas vous n'allez pas forcément travailler sur un tout autre nouveau sujet, mais que vous allez probablement poursuivre. Et donc, à partir du moment où votre thèse est soutenue, vous pouvez nous déposer un dossier qui poursuit la recherche que vous aviez entamée en vue de la publication d'un ouvrage. Et d'ailleurs, même si vous n'aviez pas de projet d'ouvrage, vous pouvez quand même nous déposer un dossier. Alors, on a des questions d'ordre plus général ou des remarques sur ce que vous avez dit. Peut-être n'hésitez pas si vous avez des questions là sur ce dispositif de soutien. Juste, je fais remonter un commentaire d'une personne qui a travaillé dans l'enseignement supérieur en université, qui nous dit que effectivement, c'est important de garder un taux de réussite de 15-20%. Notamment pour la réputation du fonds, permettre à tous les meilleurs projets d'être financés sans avoir… Pardon, je suis désolée, c'est un peu difficile de lire dans la conversation. Sans avoir à rejeter sans raison. Et il parle effectivement de l'importance pour le moral collectif, je pense effectivement en termes de motivation à candidater, de savoir qu'il y a une chance réaliste, si elle est même assez basse, 15-20%, mais que ce soit réaliste de candidater et d'imaginer qu'on puisse avoir un soutien. Et du coup, j'ai une autre question après sur le positionnement du CNAP vis-à-vis de l'égalité homme-femme. Savoir si vous avez des indications chiffrées sur le pourcentage justement genré des bénéficiaires des aides du CNAP. Alors, tout à fait. Alors, je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais
je les ai quand même. En fait, c'est variable selon les dispositifs. Sur le dispositif projet artistique, on est à peu près à moitié-moitié avec une surreprésentation féminine. On doit être autour de 55% de 53% de femmes et 47% d'hommes. Donc, disons que moi, dans ce cas-là, enfin, je veux dire, la possibilité d'être à 50-50 pile, elle est quand même pas si évidente, surtout quand on est autour de 28-30 bénéficiaires. Il suffit d'un ou deux pour que ça bouge. Mais c'est un point, en tout cas, d'attention pour les membres de la commission, enfin, surtout pour la directrice du CNAP, on essaye à minima que la représentativité initiale femmes-hommes dans les demandeurs, à minima, l'idée c'est que ça soit, c'est qu'on retrouve cette répartition. Je dis ça notamment pour photodocumentaire, parce que photodocumentaire est particulièrement masculin, qu'on a souvent une proportion de dépôt de dossiers par des femmes qui est autour de 30%. Enfin d'un tiers, disons, et que notre volonté de ce point de vue-là, c'était vraiment de ne pas descendre en dessous de la proportion des demandeuses. Et bon, il se trouve que sur ces 2 dernières années, la bascule s'est d'ailleurs plutôt fait en sens inverse, c'est-à-dire qu'on partait d'un 33% de candidatures féminines et on aboutissait à 45% de bénéficiaires féminines. Côté soutien à la recherche en théorie et critique d'art, on essaye de faire le même raisonnement, mais à l'inverse, parce que c'est un dispositif qui est éminemment féminisé. Donc, on a dans les 70% de dossiers déposés par des chercheuses ou des théoriciennes. Et donc, on s'efforce de garder une proportion de bénéficiaires masculins qui soit au moins équivalente à la part des déposants masculins. Et après, chaque année, le rapport d'activité du CNAP est évidemment peut être regardé par tout le monde. Il est en ligne sur le site. Et en fait, on voit que sur la partie, on a un indicateur spécifique sur la répartition femmes-hommes. Et en réalité, on a plutôt une surproportion, disons, féminine, notamment parce que une chose qui est assez remarquable, mais qui est plus un état de la société que ce que nous, on peut constater, c'est que les dispositifs d'aide sociale sont particulièrement féminins. Or, même avant de rentrer dans la période de crise depuis mars dernier, on avait, dans le dispositif de secours exceptionnel, on aidait 100 artistes. Et quand on a 60% des artistes qui sont bénéficiaires d'un soutien, d'un secours exceptionnel qui sont des femmes, en fait, ça pèse en faveur des femmes dans le pourcentage d'équilibre femmes-hommes des bénéficiaires artistes du CNAP. Merci beaucoup pour ces précisions. J'ai mis le lien vers l'espace où on peut retrouver les rapports d'activité du CNAP pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin ou prendre le temps de regarder. Je reviens au dispositif de soutien à la recherche où on a une question. Donc déjà, la personne vous remercie pour votre travail et votre présence, Marianne, et qui nous dit « Le soutien à la recherche en théorie peut-il être à destination de plasticiens qui écrivent néanmoins des textes critiques ?»
Alors, attendez, reposez la question. Lequel le dispositif soutien à la recherche en théorie et critique d'art? C'est ça. Oui. Alors oui, oui, il nous est, c'est si vous voulez, on regarde quand même, comme je vous le disais, là, on regarde quand même les publications, habituelles de la personne qui fait la demande. Et donc, si c'est quelqu'un qui est en parallèle à une activité d'artiste et une activité de théoricien ou de critique d'art, ben, c'est tout à fait possible de nous déposer un dossier sur pour un projet de recherche particulier en théorie et critique d'art. Mais comme, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que, comme un des critères de la commission, c'est le premier, là, la qualité de l'ensemble des publications du demandeur et le professionnalisme, c'est vrai que quelqu'un qui serait artiste, je sais pas, qui n'aurait pas du tout d'activité d'enseignement, par exemple, qui aurait jamais eu d'activité en tant que théoricien ou critique d'art, qui viendrait nous faire une demande, ben, en tout cas, la commission sera particulièrement attentive à la qualité du projet et de la recherche théorique proposée, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur des éléments antérieurs. Dans le dossier pour le soutien à la recherche en théorie et critique d'art, on demande par exemple des textes précédents, des publications précédentes. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur vraiment ces deux dispositifs, au-delà des critères qui sont cités, les points d'attention? Justement, c'était intéressant cette question de regard sur un petit peu les statistiques autour des demandeurs et comment est-ce que vous essayez de les traduire dans les statistiques après des bénéficiaires, notamment sur les questions de genre. Peut-être qu'il y a d'autres questions de ce type. Peut-être déjà aussi, est-ce que vous pouvez, moi j'aurais peut-être une question, les pourcentages un petit peu de demandes dans le soutien à la création artistique. Est-ce qu'il y a des disciplines qui se trouvent plus représentées dans les demandes, d'autres sous-représentées? Et justement, est-ce que le jury a une attention à venir soutenir des demandes qui sont parfois, lorsque la qualité, l'exigence artistique, etc., le parcours est inscrit, à venir soutenir des typologies de projets qui sont peut-être plus atypiques ou en tout cas des formes qui sont moins visibles? C'est difficile de dire plus atypique parce que, par essence, chaque projet artistique est atypique, est unique, particulier, spécial, voilà. En tout cas, ce qu'on a constaté les années précédentes, notamment en projet artistique, parce qu'évidemment, en photographie documentaire, par essence, c'est de la photographie documentaire, mais en projet artistique, on a vu ces dernières années quand même un fort poids de la vidéo. Et de ce qui est réuni en sculpture, installation, qui sont particulièrement importants. Donc, c'est une des raisons pour laquelle, quand les gens de Drawing Now sont venus vers nous pour voir si on ne pouvait pas accompagner les résidences à ce qui s'appelle maintenant la Drawing Factory, où donc il y a 30 ateliers pendant 6 mois pour des gens qui utilisent les techniques du dessin, de l'estampe, etc. On y est allé aussi pour ça, pour retrouver un équilibre, parce que précisément, peinture, dessin, estampe, ce sont comment dire, des disciplines qui sont étonnamment sous-représentées par rapport à probablement ce à quoi pourrait ressembler le paysage des arts visuels. Bon, sachant qu'après, on n'est pas non plus, on n'a pas non plus enfin, en tout cas moi, j'ai pas particulièrement en tête
enfin une répartition si fine par discipline du secteur. Donc, je ne sais pas si, si en mettant la vidéo en premier depuis 2 ans, par exemple, en tout cas en 2020 et 2019, pour 2021, je n'ai pas encore vu le, les résultats sous cet angle-là, en tout cas. Et donc, est-ce que c'est représentatif de la population des artistes en art contemporain? Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà, on essaye. Si vous voulez, le principe, c'est que ces commissions, comme dans les DRAC d'ailleurs, hein, ce sont des outils d'aide à la décision. Et à la fin, la décision, c'est la directrice qui la prend. Donc, évidemment, elle s'efforce de suivre les avis de la commission, parce que sinon, les membres de la commission seraient quand même assez mécontents d'être mobilisés, sollicités pour pas qu'elle suive leurs avis. Mais néanmoins, elle a, par exemple, en 2020, il y a eu une année de la BD. Elle a été particulièrement attentive au projet des illustrateurs. Parce que donc, ça fait partie des éléments qui rentrent en ligne de compte pour elle comme directrice du CNAP et qui rentrent moins en ligne de compte pour les membres de la commission. On ne veut pas, les coincer avec des critères qui ne sont pas les leurs. Leurs critères à eux, c'est l'intérêt du projet artistique, quelle que soit la discipline. Après, encore une fois, dans l'exemple que je vous donne, elle n'a pas du tout été chercher un projet qui était, pour lequel il y avait eu très peu de votes ou avec des avis très défavorables. C'est juste que quand on se retrouve à un moment donné dans un arbitrage final entre 2 dossiers, qui auraient la même note, puisqu'en fait, c'est un système de vote par boîtier électronique. Hein, donc, chaque membre met un vote entre 0 et 20, et à la fin, ça donne une note globale du projet, qui est une moyenne des votants. Et donc, à un moment donné, sur les derniers arbitrages, elle peut, puisque c'est elle qui a le pouvoir de décision in fine, sur deux dossiers qui auraient, je sais pas, une moyenne de 12 ou de 13, elle peut décider de choisir celui d'un illustrateur par rapport à celui d'un vidéaste, parce que dans les 4 premiers, les 10 premiers, il y aurait, je ne sais pas, un poids de la vidéo qui serait important. Donc, il y a l'idée de pouvoir quand même avoir une diversité de supports et de disciplines. Merci, je pense que c'était très clair. J'ai 2 autres questions. Alors, une question, je vais essayer de la reformuler parce qu'elle a été posée 2 fois. En clair, est-ce que, il peut y avoir, ce que vous avez dit qu'il pouvait y avoir des projets, un collectif qui pouvaient déposer une demande avec un seul nom, ou en tout cas un représenté pour le dossier. Et donc, je crois qu'il y a 2 questions dans cette question parce que, d'une, est-ce qu'il faut être impérativement de nationalité française ou installé en France pour déposer? Et si c'est des projets collectifs, justement, est-ce qu'il peut y avoir différentes nationalités au sein du collectif, des personnes pas forcément résidentes en France? Alors, il peut y avoir… alors, en effet, d'abord, première chose, aujourd'hui, la plateforme, elle identifie d'abord un seul artiste. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière, le collectif, il est représenté par un artiste. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que pour le moment, on ne peut pas si le collectif, par exemple, est constitué en association, on ne peut pas déposer, l'association ne peut pas déposer de demande. C'est forcément, ces bourses, elles sont forcément attribuées à des personnes physiques. Ensuite, en fonction du nombre de demandeurs dans le collectif, on voit avec les membres de ce collectif s'ils veulent que l'un d'entre eux reçoive l'ensemble de la bourse, ou si elle est répartie en 2, maximum en 3, parce qu'après, on se retrouve à diviser, je sais pas, 10 000 € en 5 ou 6, ça commence à être un peu
un peu lourd administrativement, mais c'est rarissime en fait. On a souvent on a souvent, enfin, le maximum qu'on ait, c'est 2. J'ai dû voir une fois 3 en 4 ans de commission. Et là, le choix, vous le faites, les bénéficiaires choisissent si l'un d'entre eux reçoit tout ou si c'est réparti en 2 ou en 3. Sachant que fiscalement, comme l'aide individuelle à la création, ce sont des aides qui s'assimilent à des revenus artistiques. Donc, qui doivent être déclarés, aussi bien fiscalement que socialement. Donc ça, c'est une circulaire de l'URSSAF de 2011 qui établit que ce type de soutien, de bourse d'aide à la création s'assimile à de la rémunération artistique. Donc, c'est ce qui souvent fait que les artistes nous demandent de le répartir entre les différents membres du collectif, parce que ça évite qu'il y en ait un qui paye des impôts sur la totalité du montant reçu. Merci beaucoup, Marianne. C'était le début de la question. Et après, ah oui, alors, écoutez, si vous êtes 4 et qu'il y en a un qui est étranger, habitant à l'étranger, voilà, je pense que ça fonctionne. Si vous êtes 4 et qu'il y en a 3 qui sont étrangers vivant à l'étranger, ça pose plus de questions. Mais après, vous pouvez avoir des Français qui vivent à l'étranger et des étrangers qui vivent en France. Donc, si le collectif est mixte, avec des étrangers qui vivent en France, des Français qui vivent en France, des Français qui vivent à l'étranger, bon, c'est bien la scène française. Parfait. Alors, il y avait une question sur, je saute juste une question parce qu'on est toujours sur le soutien à proprement parler à la création artistique, où une personne nous demande si cette question de soutien du dessin ou de la peinture, par exemple, est moins importante du fait des montants forfaitaires des aides, en nous disant que 5 000 €, ça peut peut-être être beaucoup pour du dessin ou de la peinture, comparé à d'autres médiums qui demandent plus de frais de production, j'ai l'impression. Non, parce que vous pouvez avoir des projets en dessin ou en peinture qui nécessitent de se déplacer à l'étranger. Donc, c'est pas seulement la technique qui joue. Non, je dois vous dire que c'est surtout, on reçoit moins de projets. C'est déjà au niveau des demandeurs, on a moins de projets en peinture ou en dessin qu'en vidéo ou en installation. Oui, il n'y a pas de question de présupposé de coût pour telle ou telle technique qui demanderait, c'est le soutien à toutes les disciplines aussi pour éviter des fragilités. D'autant plus que, comme je vous disais tout à l'heure, quand on a quelqu'un qui arrive avec un film à tourner, on sait bien que c'est pas raccord d'une certaine manière. C'est pas c'est pas toujours raccord avec le montant que l'on donne. Parce qu'il faut payer éventuellement un technicien à côté de soi, parce qu'il faut payer éventuellement un comédien parce qu'il y a de la post-production, et que la post-production c'est cher. Donc, si vous voulez, pour le coup, ces sommes de 5 000, 10 000, 15 000, elles sont presque plus appropriées pour faire un projet en dessin ou en peinture que pour tourner un film entièrement, quoi. J'ai une autre question sur, alors la personne nous écrit: «L'âge intervient-il dans la logique de carrière?» Je ne sais pas si la volonté, c'est de vous entendre sur cette question-là. J'ai pas entendu le début. L'âge. Si vous voulez, de la même manière, je crois, dans mon souvenir, parce que j'ai pas toutes je les ai fait ces stats tous les ans, mais je les ai pas de manière précise en tête. Je sais que c'est plutôt des gens
les 30-50 ans qui sont les plus soutenus, les plus demandeurs et les plus soutenus au CNAP, ce qui est cohérent avec le fait qu'on soit déjà repéré, hein, qu'on ait déjà passé un certain nombre d'étapes dans son parcours. Après, on n'a pas on ne dit pas non en raison d'un âge trop élevé. On peut éventuellement dire non en fonction d'un âge trop bas en se disant bah, c'est peut-être un peu tôt dans le parcours. Mais l'âge, c'est rarement un critère. Ça nous permet plus de faire de la statistique, de donner son âge, qu'un critère de choix pour les membres de la commission. Bah, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions, j'ai l'impression pour l'instant, et comme je vois qu'il est déjà 15h25 à peu près, peut-être avancer aussi sur les ressources pro. Voilà. Donc, je vais vous parler en effet des ressources professionnelles et prioritairement, puisque c'était ce sujet-là qui m'avait été demandé. Donc, c'est ce guide qui s'appelle 140 aides privées. Oh là là, là. Excusez-moi, j'ai une deuxième faute d'orthographe majeure là. Heureusement, elle n'est que dans le titre. Donc, 140 aides privées et publiques en faveur des artistes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le CNAP a un certain nombre une mission ressources qui existe, qu'il met en œuvre. Et il le met en œuvre de différentes manières. Donc, c'est ça que je voudrais vous présenter. Je vais évidemment vous présenter ce guide, mais aussi les autres ressources existantes. Donc, on a 4, j'ai mis 3, mais en fait, il y en a un qui vient de sortir, qui est un petit peu différent. On a donc 3 guides à destination des artistes qui présentent… alors, pardon, on en a 4, en fait, j'ai mis 3, mais désormais, on en a 4. Il y en a un qui vient de sortir, qui traite de la commande publique et du 1%, qui est intéressant pour les artistes pour comprendre un peu quelle est la logique qui doit guider les collectivités publiques qui font de la commande artistique, mais qui s'adresse prioritairement justement à ces collectivités publiques qui font de la commande publique. On a la commande en design graphique qui est aussi un des guides. On a également un guide qui traite des résidences, dont je parle à la fin. Donc, c'est le guide qui s'appelle 223 résidences en France, qui rassemble donc un certain nombre d'informations pratiques sur des programmes et dispositifs d'accueil en résidence. Et puis, un répertoire, alors la notion d'exhaustivité, évidemment, elle est interrogeable, hein, d'autant plus qu'il est plus récent, parce qu'il date de 2016, mais qu'évidemment, en matière de résidence, on est évidemment en train de réfléchir à un format peut-être plus annuel, parce qu'il y a des résidences qui se créent chaque année et d'autres qui disparaissent également. Et néanmoins, ce guide existe aussi et vous pouvez le trouver au même endroit sur le site internet du CNAP. Le lien est dans la conversation, du coup. Voilà. Ressources professionnelles, et là, vous avez tout un tas de choses et puis les guides. Donc, le guide qui, en effet, est souvent, dont on partage le plus possible, c'est ce guide qui s'appelle 140 aides privées et publiques en faveur des artistes, qui recense donc des programmes d'aide à la création organisés par des acteurs privés comme comme publics. Donc, il y a un répertoire qui traite des prix, des concours, des bourses, des manifestations, enfin vraiment toutes les formes possibles de ressources de soutien à la création, qui permettent aux artistes d'accéder facilement à une information sur ces soutiens existants et les modalités pour en bénéficier. Alors, on est en train de le mettre à jour parce que, de fait, il est tout de même assez vieux. Il date de 2012. Alors, moi, j'ai contribué à cette mise à jour parce que j'ai
j'ai retraité j'ai été chercher beaucoup d'informations sur les soutiens à la création, en particulier les soutiens à la création privés. Et en fait, ceux qui sont dans le guide, pour la plupart, existent encore. Donc le guide, il est certes pas plus totalement à jour, mais ce qui est dedans est encore valable. En revanche, il manque beaucoup de choses. Donc c'est plus le fait que il y a quelques dispositifs qui se sont arrêtés, mais la plupart des dispositifs qui sont dedans, indiqués, sont tout à fait encore valables pour les artistes. Après, il y en a eu beaucoup, beaucoup qui se sont créés, puisque ce qui a été constaté quand on a fait cette mise à jour du contenu, qui n'est pas encore une mise à jour du format guide, mais cette mise à jour du format guide, elle est imminente, hein, puisque c'est entre la fin de l'année 21 et le début de l'année 22. Mais en tout cas, moi, pour avoir creusé cette question des dispositifs de soutien, en fait, il y a une explosion des dispositifs de soutien privés dans ces 10 années 2012-2022. Et ce qui est assez marquant, c'est que ça s'est accompagné par l'ouverture de nombreux lieux. C'est souvent un appui sur une collection. Et donc, il y a beaucoup de fondations, par exemple, qui ont décidé d'ouvrir un lieu qui devient une vitrine pour cette collection qui s'enrichit chaque année. Donc, c'est là qu'on a un dispositif qui est à la fois de soutien, des dispositifs qui sont à la fois des soutiens à la création et des systèmes qui permettent de mettre en visibilité les œuvres récemment acquises. Donc, on croise les doigts pour bien avancer sur ce dossier et pour qu'on ait quand même un outil qui soit mis en ligne et peut-être imprimé. Ça, c'est des questions qui ne sont pas encore complètement abouties, de savoir quel est le format. Parce que de fait, le fait d'imprimer, ça fige à un moment donné l'outil. Or, on a besoin d'une mise à jour plus régulière. Donc, ça reste une ressource, il est en ligne et les lieux qui souhaitent le recevoir, on leur adresse bien sûr pour qu'ils puissent le mettre à disposition des artistes qui seraient intéressés. C'est vrai que malgré tout, le format de papier, c'est pratique, on peut écrire, on peut griffonner, on peut corder des pages, etc. Bon. Mais on a aussi d'autres ressources et qui sont quand même assez intéressantes. Alors, bon, vous dire évidemment que toutes ces ressources, je terminerai par ça, dire qu'elles sont disponibles sur le site du CNAP, qui est un outil qui est mis à jour en permanence, hein. C'est un site extrêmement vivant. Et donc, il y a une partie qui s'appelle ressources. Et dans cette partie qui s'appelle ressources, finalement, un certain nombre des questions qui sont posées dans les sauts d'avis sur comment déclarer tel type de revenu, comment s'installer comme artiste, comment faire pour avoir un atelier, enfin toutes ces questions différentes, elles sont traitées hein, sur le site du CNAP. Donc, il y a tout un tas d'informations qui concernent le statut, le régime de sécurité sociale, la fiscalité, les droits d'auteur. Et on a mis à jour une sorte de petit outil qui est une web-série qu'on reproduit avec un opérateur qui s'appelle Maze, qui s'appelle Au secours, je suis artiste, et qui justement, quand vous êtes sur la partie fiscalité, essaye de résumer la situation en 2 minutes 30 et ensuite vous trouvez le détail sous le film, sous la web-série des réponses à des questions plus précises sur chacun de ces sujets. On a également un endroit sur le site
qui recense des appels à candidature et des offres d'emploi dans le secteur. Donc, c'est une liste d'annonces qui est continuellement enrichie grâce à la collaboration des lieux répertoriés dans l'annuaire qui est en ligne sur le site du CNAP. En 2019, il y a eu 500 appels à candidature qui ont été répertoriés et qui étaient donc accessibles sur le site internet du CNAP. Et par ailleurs, il y a la possibilité, ce qui est une chose quand même assez intéressante, de s'abonner à ce qu'on appelle un flux RSS qui concerne ces appels à candidature. Ce qui fait que dès qu'il y en a un qui est en ligne, vous recevez une information vous disant qu'il y a un appel à candidature existant. Et enfin, le troisième outil qui est vraiment un outil extrêmement intéressant, et sachant que, comme je vous le mets au début, il y a quand même 60 000 visites mensuelles sur ce site qui a été rénové il y a peu de temps. On a également une newsletter mensuelle qui est lue aussi par un grand nombre de professionnels du secteur. Et donc, on a un annuaire des artistes, un annuaire en général de l'art contemporain avec un certain nombre de lieux, mais dans lequel il y a une part évidemment sur les artistes. Actuellement, tous les artistes peuvent avoir une fiche dans cet annuaire dès lors qu'un événement les concernant a été créé par un lieu qui est répertorié dans l'annuaire. Donc, l'entrée principale pour le moment, ça reste encore les lieux. Qui peuvent, en fait, dès qu'ils font une exposition, la mettre en ligne sur le site du CNAP, qui a donc un annuaire, un calendrier d'activités art plastique, art visuel en France, qui est assez important et depuis une bonne quinzaine d'années. Donc, c'est une source assez intéressante d'informations. En fait, les lieux créant des événements, par exemple une exposition, pour un artiste qui n'est pas encore dans l'annuaire, ça va créer une fiche artiste. Et pour un artiste qui est déjà dans l'annuaire, ça va rajouter un événement à la fiche artiste. Pour le moment encore, l'artiste peut mettre à jour sa biographie. Donc, pour la première fois, il faut qu'il demande au lieu qui met en ligne l'information sur une exposition, il faut qu'il lui demande de pouvoir mettre sa bio. Et ensuite, quand on veut mettre sa biographie à jour, il suffit d'adresser un message à l'adresse que je vous ai mis là, hein, donc info@cnap.fr, avec la modification souhaitée. Et le CNAP fait la mise à jour envoyée par l'artiste. L'idée à terme, c'est que les artistes puissent créer leur compte et le gérer directement sur cet annuaire. Pour le moment, seuls les lieux peuvent créer un compte pour eux-mêmes et le gérer directement. Et l'information mise par les lieux permet de créer des comptes dans l'annuaire pour les artistes. Voilà, voilà. Il y avait une question par rapport à ça, mais je pense que vous y avez répondu, Marianne, hein. C'était comment mettre à jour cet annuaire pour un lieu, par exemple. Du coup, c'est vraiment cette idée de créer un compte. Il me semble que les lieux, pour le moment, peuvent le faire directement. C'est-à-dire que les lieux, ils ont un compte et ils ont une sorte de code qui leur permet de revenir sur leur propre compte quand ils le souhaitent pour mettre à jour la bio du site, du lieu, mais aussi pour créer des nouveaux événements au fur et à mesure des expositions. Et aussi, dans tout type de lieu, hein. Par exemple, nous, Devenir Rare, avons un compte sur le site du CNAP et pour tous les événements que nous créons, type ce point d'information, nous actualisons. C'est assez facile de créer le compte, etc., de
le faire valider pour ensuite pouvoir l'utiliser soi-même. J'ai une autre question. Une personne qui nous dit: «Existe-t-il une liste des lieux d'exposition agréés par le CNAP?» Alors, on n'agrée personne. On n'a pas d'agrément. Tout lieu, pour la création, l'agrément qu'on pourrait éventuellement évoquer, ce serait justement pour être présent dans l'annuaire. En fait, le CNAP reçoit l'information d'un lieu. Je ne sais pas exactement d'ailleurs ce que l'on demande au lieu pour faire la preuve qu'ils existent vraiment ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a une exposition d'art contemporain, ben, le lieu a le droit d'avoir un compte dans l'annuaire de l'art contemporain. Si vous voulez, c'est quand même pas, on n'est quand même pas dans une économie administrée, hein, donc voilà. Il y a une autre question. Un artiste peut participer à des événements internationaux majeurs tels que la Biennale de Venise. Quid pour ces artistes? Je pense que ce Bah, que peut dire la personne, oui, vas-y. oui, en effet, je doute que la Biennale de Venise mette à jour tous les 2 ans l'information sur la Biennale de Venise dans l'annuaire du CNAP, hein. C'est sûr que ça ne fonctionne pas. En revanche, comme je vous le disais, si l'artiste a un compte, et encore une fois, c'est aujourd'hui, et comme à terme, l'idée, c'est que les artistes aient plus de marge de manœuvre sur la gestion de leur compte, ça sera plus simple à terme. Mais aujourd'hui, si vous avez déjà un compte, vous pouvez demander à la personne qui met à jour le site internet du CNAP de mettre à jour votre bio en inscrivant votre participation à un événement comme ça d'envergure. Et comme c'est du texte, si vous mettez un lien, ben, un lien, ça fonctionne, hein. Il y a une personne qui nous demande aussi, alors là, c'est vraiment des questions sur le pratico-pratique. Est-ce qu'il marche aussi d'écrire à votre adresse pour gérer le compte? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Je ne sais pas exactement si c'est tel que je l'entends, c'est-à-dire mettre à jour les informations ou Mais l'actualité. en fait, le CNAP ne saura pas que mettre à jour. Il faut que vous lui envoyiez ce que vous souhaitez voir, si vous souhaitez modifier complètement votre biographie ou si votre compte existe depuis 4 ans et que vous ne l'avez jamais mis à jour. Vous allez sur l'annuaire du CNAP, vous regardez ce qu'il y a dans votre bio. Si ça ne vous convient pas, vous renvoyez à info@cnap.fr un message en disant: «Voici ce que je voudrais voir à la place de ma bio actuelle». Nous, on n'écrit pas pour les artistes. Alors, il y a un artiste qui nous dit justement, je crois, qu'il vient d'envoyer un mail à l'adresse du CNAP avec ses coordonnées et son CV, mais peut-être justement, il y a cette condition hein, d'avoir été référencé dans le cadre d'une programmation d'un lieu qui a justement un compte sur le site internet du CNAP. Il faut quand même, ce que vous pouvez faire, hein, c'est quand même évoquer cette idée de l'annuaire avec les lieux qui présentent vos, vos prochaines expositions. Savoir s'ils ont bien un compte sur le site du CNAP et si ils ont ce compte, s'ils le mettent à jour régulièrement avec les nouvelles expos. Et parce que pour vous, c'est parce que et si c'est pas, s'ils n'ont pas de compte, bah, les encourager à nous demander l'ouverture d'un compte pour pouvoir créer l'événement, la création de cet événement, entraînant la création d'une fiche annuaire pour l'artiste. Alors, un autre artiste qui demande s'il y a des prescriptions. J'imagine qu'il a une fiche ouverte sur le site et qu'elle est peut-être actuellement vierge des critères, limites, prescriptions quant aux informations à envoyer. Est-ce que peut-être le CNAP a mis en place un petit aide à la présentation pour harmoniser les choses ou un petit aide non. Non, en fait, chaque artiste peut indiquer ce qu'il souhaite. Après, comme précisément, c'est pas comme pour tous les
les sites comme ça, collaboratifs, il y a une forme de modération. Donc, en fait, on regarde ce qui est mis pour que ce ne soit pas injurieux, illégal, tout ça. Enfin, bon, toutes ces choses que l'on imagine bien. Mais sinon, chacun peut écrire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite sur sa propre situation. Ce que je sais pas vous dire, c'est s'il y a une limite de nombre de signes. Et en fait, quand vous écrivez à info@cnap.fr sur ce sujet, vous recevez en retour un message un peu complet qui vous explique un peu comment ça fonctionne et tout ça. Très bien. Donc, écrire à l'adresse @info pour toutes les questions. Peut-être est-ce qu'il y Voilà. avait d'autres… Moi, j'avais fini. Disons que c'était retrouvé dans la partie ressources professionnelles du site. Ouf, là, il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc, il s'appelle cnap.fr. Et voilà, et c'était la fin de la présentation. Peut-être est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, comme redire à tous les participants, alors on a mis quelques liens dans la conversation de Stand Info. N'hésitez vraiment pas à aller sur le site du CNAP en amont des temps de dépôt de dossiers pour pouvoir prendre les contacts, mail, téléphone, qui sont bien référencés pour pouvoir aussi présenter votre projet ou en tout cas commencer à partager les éléments que vous allez déposer pour avoir au moins un premier échange, retour, etc. sur la pertinence de votre demande vis-à-vis des critères d'attention de la commission. N'hésitez pas non plus à aller sur le site internet, effectivement, regarder les différentes ressources qui sont développées, mises en ligne. Pour certains, vous avez suivi le webinaire qu'on avait fait justement avec Mathilde Erezzoghi. C'est bien d'elle dont on parle sur les petites vidéos. On vous avait déjà partagé le lien à cette occasion de « Au secours, je suis artiste ». J'en profite juste pour dire qu'on mettra en place à partir de septembre donc des inscriptions qui vont s'ouvrir certainement en juin. Une formation téléphérique que propose Maz à destination des acteurs des arts visuels de la région centre uniquement. Donc, autant les artistes que les salariés de structure. On pense aux comptables, aux administrateurs, aux chargés de projet, chargés d'exposition. Voilà, c'était un tout petit point là-dessus, mais voilà, n'hésitez pas à aller vous emparer de ces documents. On mettra bien évidemment, dès que le guide sera à jour des aides pour les artistes, cette ressource à disposition en la relayant via nos outils de communication. En tout cas, merci beaucoup Marianne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vous remercie infiniment. S'il vous plaît, n'écrivez pas à mon adresse pour la gestion du compte. Vaut mieux, parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Est-il possible aussi d'envoyer un mail à votre adresse pour la gestion du compte ?» Non, surtout pas. De toute façon, je transmettrai, si vous le faites, je le transmettrai évidemment à InfoCNAP, mais plutôt pas. Plutôt aller directement à la personne qui pourra, a le temps pour vous répondre.